Merci. Merci aux intervenantes et intervenants, c'était vraiment passionnant à nouveau. Donc j'aurais quelques remarques ou questions à M. Bourgueil, dont j'ai évidemment beaucoup apprécié l'intervention, extrêmement vivante, très très riche. Mais je crois qu'on est d'accord, mais je vais quand même faire ma remarque par rapport à, puisque vous avez conclu sur l'évolution de la formation des médecins en particulier, j'ai quelques doutes pour connaître quelques doyens et la conférence des doyens. Et pour tout vous dire, il y a un mois à peu près à Orléans, au conseil régional, il y avait une très très belle matinée de formation sur One Health, où les porteurs nationaux disaient qu'ils avaient discuté avec la conférence des doyens de médecine pour introduire une formation en santé publique, introduire dans les études de médecine. Et les doyens se sont beaucoup concertés quand même, ils ont dit bon allez, 3 heures dans l'ensemble de la formation. C'est pas une blague. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Oui, ça ne me surprend pas en fait, parce que moi j'ai fait médecine, j'ai fait une spécialité de santé publique qui fait partie des dernières spécialités dans les classements de l'internat. J'ai choisi cette spécialité-là, je m'intéressais à la dimension sociale, collective. Je crois que c'est vraiment, il y a un problème peut-être de génération des doyens, et il y a aussi un problème de champ de jugement qui pèse sur eux en fait. Parce qu'ils sont jugés sur la production de la recherche. Enfin, ils sont pris dans un système qui les dépasse, qui est de compétition internationale. Donc, je crois que peut-être que la solution, c'est de créer des espaces à côté. Peut-être que, et peut-être que ça peut être le rôle d'ailleurs des collectivités, enfin des EPC, enfin des. D'abord, il y a la formation continue. Je pense qu'il ne faut pas tout attendre en fait. Voilà. Des écoles de médecine. Par contre, je pense qu'il y a quand même des professionnels de santé que ça intéresse. Hein. Donc, je pense il est quand même en crise, hein, le modèle CHU. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent la carrière. Il y en a qui se tapent le doctorat, etc., et qui démissionnent. Donc, ils le savent. Hein. Donc, parce que le modèle est dingue, si vous voulez. Parce que vous bossez comme un fou, vous passez des études, vous avez votre poste, et puis finalement, vous continuez à bosser comme un fou. Et le sens de tout ça, dans un sujet hyper spécialisé, non, je pense qu'il est lui-même en crise, en fait. Hein. Donc, il a... voilà, donc je pense qu'il y a des raisons d'espérer, il va peut-être s'effondrer. et parce qu'il y a quand même un besoin de la population, en fait. Alors je pense que c'est là que la puissance publique devrait jouer un rôle, il faut prendre les soins de proximité et la fonction sociale de la santé et de la médecine au sérieux, en fait de la reconnaître. Et ça peut venir aussi des autres acteurs. Merci. Je trouve donc cette discussion très passionnante. Je m'adresse encore au docteur Bourgueil. Parce qu'en effet, il y a peut-être aussi, vous l'avez dit dans votre conférence, je me permets d'aller dans votre sens, de rebondir à ce que vous avez dit, un problème culturel. Vous avez utilisé le mot culture et vous avez aussi posé une question tout à l'heure sur la décentralisation des compétences médicales et toute l'aide qu'on pourrait recevoir en tant que soignant des autres professions de santé. Ce qu'on constate, moi j'enseigne en faculté de médecine, donc voilà, je vois là, on reçoit les étudiants d'Orléans et tout. Et donc ce qu'on constate, c'est que maintenant on vise beaucoup sur le médical et sur les médecins. On a une valorisation de la profession médicale et on incite les jeunes à venir faire médecine pour devenir médecin un peu, et résoudre les problèmes du désert médical. Mais ce qu'on ne dit pas peut-être, on ne sait pas peut-être, ce qu'on constate nous, c'est qu'on a un manque de choix dans les autres professions médicales. Les postes, après le PASLAS, après l'examen, parce que maintenant on ne l'appelle plus concours, c'est l'examen pour entrer en médecine, c'est que les postes de sages-femmes et de pharmacie restent déserts. Nous, on a des dizaines de postes qui ne sont pas pourvus et les étudiants ne choisissent pas d'aller faire, par exemple, pharmacie,
Je sais que c'est la même chose dans d'autres universités, au niveau beaucoup plus haut que Tours. Mais pourquoi? Parce qu'il y a probablement un problème culturel derrière. Le pharmacien est vu comme quelqu'un qui est derrière un comptoir, distribué de choses que j'achète le paracétamol. Il n'est plus vu comme un soignant, alors qu'autrefois, il était le bras droit et gauche peut-être du médecin. Il travaillait en équipe, c'est ce travail d'équipe. Donc c'est peut-être un problème culturel aussi, qu'il faut un peu revaloriser toutes les professions de santé, pour que les médecins ne soient pas isolés et portent toute cette responsabilité, ce fardeau d'être celui qui ne veut pas aller exercer la profession dans un lieu ou dans un autre, ou les problèmes de la spécialité, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous avez un retour d'expérience également sur ces problèmes, ou c'est quelqu'un là, mais nous, on le voit vraiment sur le terrain en formant les futurs soignants. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est vrai, ce que vous dites, on le est constaté, mais c'est assez récent, de voir qu'il y a effectivement... Alors, est-ce que c'est un effet dû au Covid? Est-ce que c'est un effet un peu général sur le perte de sens, ou le sentiment qu'on n'est pas reconnu, ou que... en vrai, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Je pense qu'il faut l'étudier et il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Par contre, moi, ce que je partage, c'est le fait que, effectivement, l'avenir, c'est quand même bien d'essayer de construire des équipes sur des territoires de différents professionnels qui se connaissent, se reconnaissent et s'estiment dans leur rôle réciproque. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Il y a toute une hiérarchie implicite dans le système de la médecine et des professions de santé qui est très délétère. Donc, il faut arriver à reconnaître la place des uns et des autres. Mais je pense qu'un enjeu aussi, c'est aussi de discuter avec la population. Parce que je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas grave si on ne voit pas son médecin tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut aussi, il y a aussi une habitude à changer du côté de la population, je pense. C'est-à-dire que beaucoup de gens, peut-être plus les plus âgés, ont pris l'habitude de voir toujours un médecin. À une époque, il y avait trop de médecins. Donc, on voyait toujours son médecin et lui, il était content parce que ça lui permettait de vivre dans un système de paiement à l'acte. Aujourd'hui, ça change. Et donc, il y a des habitudes de recours au système qu'il faut peut-être faire évoluer. Et en fait, en expliquant, on peut dire, vous allez voir l'infirmière la prochaine fois, mais elle est formée, elle travaille avec moi, on est dans le même lieu, on partage. Et ça aussi, c'est un travail peut-être à faire à l'échelon des territoires, en fait. C'est-à-dire discuter avec la population en disant, attendez, il n'y a plus de médecin, mais peut-être qu'on peut faire autrement, peut-être qu'on peut faire moins souvent le médecin. Et ça aussi, c'est intéressant à creuser. Oui. En fait, le colloque singulier qui fonde la médecine, il est fondé. C'est une conscience qui rencontre une confiance. Je ne sais plus qui disait ça. Bon, oui, mais cette confiance, elle peut se partager, elle peut se transmettre. C'est ce qui se passe. En fait, ce que je décris, ce que je raconte, c'est ce qui s'expérimente déjà aujourd'hui dans la pratique. Je crois que des cliniciens, parce que moi, je ne suis pas un clinicien, en parlerait beaucoup mieux que moi. Puisque j'ai le micro, j'ai une question pour Vincent à propos du rapport entre les collectivités et l'hôpital. Je rebondis sur votre conclusion où vous indiquiez qu'il y avait un mouvement de déconnexion, en tout cas qu'on éloignait un petit peu les collectivités du cœur de réacteur, en quelque sorte. Si je travaille votre pensée, n'hésitez pas à me corriger. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous, sur le fond, si ça vous semble être positif ou pas, et quel serait pour vous un rapport idéal, s'il y en a un, en fonction évidemment des caractéristiques de tel ou tel établissement. Alors oui, ça ne trahit pas du tout ma conclusion. Je pense que j'en parlais à la pause avec une doctorante de Martine Long qui en échangeait sur le sujet. Je pense, et c'est l'avis, c'est pas qu'un avis personnel, c'est la conclusion générale de la plupart de la doctrine en droit hospitalier, qu'il y a ce mouvement qui est relativement ancien, dont un des points quand même majeurs, ça a été les ordonnances Juppé de 96, dont tout le monde sait qu'elles ont été préparées en cabinet, en petits groupes, avec la volonté nette et claire de garder les élus locaux à l'écart de l'hôpital. Simplement, je résume vraiment à grands traits, avec l'idée de dire que de toute manière, un des principaux freins aux restructurations, c'est les élus, en particulier le maire, parce que quand on veut restructurer le tissu hospitalier, qui on trouve en tête de la manifestation avec l'écharpe tricolore en bandoulière, c'est le maire et ses adjoints. Donc les élus locaux, quelle que soit la couleur politique, sont des freins aux restructurations, et comme le plan Juppé avait quand même ça en arrière-plan, ça a été une date importante, mais on n'a pas changé depuis. Après, je
pense que c'est quand même une tendance qui est peu réaliste. Il y a autant de réalités, comme c'était dit dans la question, hein, il faut se garder des généralités en fonction des territoires, mais c'est une tendance qui est quand même assez peu réaliste parce qu'on ne peut pas enlever un élément. Je crois que hier, il y avait la question qui est revenue tout à l'heure, on disait en aparté avec Mathieu Touzal-Divina, c'est Lénine qui avait dit que faire, et Lénine avait dit aussi les faits sont têtus. Donc là, les faits sont têtus en matière hospitalière. L'hôpital, c'est le premier employeur ou l'un des premiers employeurs, c'est un des acheteurs principaux pour le territoire et c'est joue un rôle essentiel dans un service de proximité. Donc même si on s'est évertué à essayer de limiter l'emprise des élus locaux sur la gestion hospitalière, et on le voit moins dans le quotidien hospitalier. On reçoit toujours 2-3 lettres de recommandation. Hein. Bon, il y a des élus plus interventionnisme que d'autres, mais dans la gestion courante, on voit moins les élus. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'une commune ou une intercommunalité peut se désintéresser de ce qui se passe dans l'hôpital. Et ça, on ne pourra jamais le changer. Et c'est là où on voit le décalage entre la pratique et la réalité et ce que le droit s'est évertué à faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est sur la question de la décentralisation par rapport à la dernière intervention. Et c'est vrai que quand on regarde, alors le domaine de la santé est très particulier, hein, il est très territorialisé. Et derrière la déterritorialisation, c'est surtout une forme de déconcentration. Il y a assez peu de décentralisation derrière. C'est surtout l'État qui va fixer le cap. Et quand on prend après l'ensemble des contrats existants, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire en fait c'est l'État qui va donner un certain nombre d'objectifs, de projets structurants dans lesquels les collectivités doivent se loger. Il y avait, du coup, vous avez parlé de co-administration, et est-ce que cette façon justement de faire de l'État, de multiplier les contrats, est-ce qu'on n'est pas justement dans le concept des Edman sur la semi-décentralisation? Alors c'était plutôt l'idée de tutelle derrière l'idée des Edman, mais on retrouve complètement, quand on relit en tout cas ces écrits, cette idée en fait qu'il y a la décentralisation où on transfère des compétences et on laisse les collectivités agir, et puis il y a au milieu, entre la centralisation et la décentralisation, il y a un espace où l'État et les collectivités vont agir en commun à travers des outils. Alors ça a été traduit justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la tutelle. Et est-ce que du coup le contrat, est-ce qu'il peut être considéré comme une forme de semi-décentralisation selon cette définition? Oui, c'est une question particulièrement pertinente. Alors il y a quand même deux aspects dans votre question. La première qui est en quelque sorte la cohabitation entre les institutions sanitaires et puis les institutions décentralisées, où on voit effectivement que sur les grands textes de la décentralisation, les grands moments de décentralisation et notamment les grands moments de création ou de transfert de compétences aux EPCI à fiscalité propre, il n'y a rien en termes sanitaires. Il n'y a aucune compétence sanitaire qui soit effectivement transférée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un découplage des grands textes qui sont soit des grands textes de décentralisation, soit des grands textes sanitaires, mais il n'y a pas de texte commun. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Et puis, la deuxième partie de votre question, c'est qu'effectivement, oui, il y a aujourd'hui dans les territorialistes, dans les spécialistes de la décentralisation, tout un pan de la doctrine qui considère qu'effectivement, le contrat, mais un certain nombre d'outils de la décentralisation, soi-disant, sont une tutelle masquée, sont des outils pour l'État de continuer à diriger, à être très interventionniste et à continuer à diriger
ce qui se passe au niveau local. C'est notamment Jean-François Brisson dans un article à la JDA de 2019, si la référence vous intéresse. C'est à JDA 2019, Jean-François Brisson, où il confronte les deux procédures, contractualisation et décentralisation, et il montre très bien qu'effectivement le contrat est utilisé par l'État pour continuer à diriger ce qui se fait au niveau local. Et bon, l'aspect financier sur lequel je termine ma contribution conforte complètement cette analyse, à savoir qu'on ne peut pas considérer être véritablement dans une décentralisation quand l'immense majorité des financements des collectivités viennent et proviennent de dotations de l'État. C'est quand même préoccupant, alors même que d'un point de vue constitutionnel, on a le principe de libre administration et on a le principe d'autonomie financière. Donc ça veut dire aussi que ces principes constitutionnels n'ont en réalité pas d'effectivité sur le terrain. Oui. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Moi, quand vous parlez de décentralisation, moi je me souviens, Raffarin, quand il était Premier ministre, avait parlé de décentraliser le système de santé. Et j'avais fait, moi, à l'époque, une enquête avec une copine politiste auprès des élus locaux. Et moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, personne n'en voulait. Parce que c'est que des emmerdes, la santé. C'est que des problèmes de risque, de juridique, etc. Et puis, ça coûte un pognon fou. Donc, quand vous parlez de décentralisation, enfin fou, disons que c'est des grosses sommes d'argent. Donc, quand vous voulez dire décentraliser, vous voulez dire, en gros, on confie aux collectivités territoriales la capacité à générer des ressources par un impôt spécifique pour financer l'offre de soins. Oui. Oui. Je ne suis pas sûr que les élus soient partants, moi, mais... Encore un grand merci à nos intervenants.